Je vous propose de commencer tranquillement. Donc déjà, ouais, merci à tous d'être présents ce matin donc pour notre webinaire de restitution des travaux que nous avons menés sur la linguistique et les compétences numériques de base. Vous êtes près de 200 personnes à être inscrites à ce webinaire. Notre proposition a vraiment eu de beaux retours et il y avait vraiment des attentes, ça a suscité des attentes. On est ravis de pouvoir partager ces travaux avec vous. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure et puis de retenir aussi les questions sur lesquelles on pourra échanger de vive voix. Et puis, on va essayer d'être ensemble maximum donc pour 1 heure et demie et d'avoir quelque chose de vous présenter nos travaux de manière assez dynamique. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous tout au long de la présentation. Pour introduire le sujet, voilà un petit peu les questions, les remarques auxquelles on a été confronté, auxquelles on a fait face dans les différents accompagnements qu'on a pu mener au quotidien en matière d'inclusion numérique. Des participants ont pu nous demander c'est quoi un onglet, une pièce de bœuf. Ils étaient assez étonnés de ce terme-là. C'est qui Amélie? Fermez la fenêtre, pourquoi vous avez froid? Donc ça nous a vraiment intéressés de pouvoir creuser sur ces sujets-là et d'essayer de comprendre les liens entre médiation numérique et médiation linguistique finalement, avec comme prérequis la compréhension des termes associés au numérique avant de développer les compétences numériques de base. Du coup, on a vraiment souhaité aborder ce sujet et porter ce sujet de manière collective à travers un projet copiloté par 3 acteurs complémentaires, donc à savoir le réseau PIMS Médiation que je représente, donc qui est un réseau d'associations de médiation sociale et de médiation numérique qui porte aujourd'hui 300 points de contact un petit peu partout en France et s'appuie sur un peu plus de 500 médiateurs sociaux et numériques professionnels, donc justement pour accompagner les publics vers plus d'autonomie dans la vie quotidienne. Et l'association Fab Lab, que je vais, Domiti, si tu veux bien nous dire quelques mots sur l'association. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Domitille Pestre et je suis une des co-directrices de l'association Fab Lab. Donc, l'objet de l'association, c'est de rendre chacun et chacune d'entre nous plus libres grâce aux mots. Et dans ce projet, on a apporté l'expertise sur la médiation linguistique, qui est en fait de réfléchir et analyser comment le français peut être un obstacle à l'accès aux droits, à la santé, à l'emploi, au loisir, et en l'occurrence ici au numérique. Et comment est-ce que le fait de parler d'autres langues peut aussi parfois être un levier. Voilà pour en 2 mots. Super, merci Domiti. Et donc le troisième acteur autour de ce projet, donc la coop NUM, représentée par Stéphane Gardet. Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. Stéphane Gardet, donc je suis consultant, formateur en inclusion et médiation numérique. Je suis indépendant et j'ai donc accompagné la recherche-action avec grand plaisir. Je suis entré il y a une petite vingtaine d'années dans la médiation numérique par la porte apprentissage des compétences de base et maîtrise de la langue, savoir de base. Voilà, donc je suis entré dans la médiation numérique par la médiation linguistique. Aujourd'hui, je propose donc des activités de formation d'ingénierie de conseil au sein de la COPNUM. Merci Stéphane. Donc un projet collectif donc avec trois copilotes finalement très complémentaires, mais aussi qui s'appuie sur 4 terrains d'expérimentation au profil varié et animés par des acteurs locaux de référence, puisque au final on a déployé notre projet sur la Seine-Saint-Denis avec en appui le PIMS Médiation de Noisy-le-Grand, la métropole de Bordeaux avec donc le PIMS Médiation de Bordeaux, la métropole de Lyon, avec également le PIMS Médiation de Lyon Métropole, et le département de la Haute-Loire, en s'appuyant sur l'antenne locale de l'association Fab Lab et puis des acteurs locaux du territoire. À chaque fois, sur ces 4 territoires, c'était un élément important, on a eu le soutien des collectivités et on a travaillé, on souhaitait vraiment co-construire avec l'ensemble des acteurs locaux,
différentes structures de médiation, des professionnels de l'apprentissage du français, des centres sociaux, etc., pour vraiment voilà, faire de cette démarche collective quelque chose d'important. Donc, on remercie vraiment toutes ces parties prenantes qui nous ont aidés à mettre en œuvre ce projet. Et puis, évidemment, on a été soutenu par l'ANCT et la mission Société numérique, puisque le projet a été lauréat de l'AMI Outiller la médiation numérique. Et du coup, on a Estelle Pata avec nous, là, qui peut peut-être nous dire un petit mot sur cette AMI et le lien avec notre projet. Oui, merci Guillaume. Bonjour à tous. Moi, je suis Estelle Pata, je travaille au sein du programme Société numérique, comme Guillaume vient de le souligner, qui est donc, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais c'est l'administration nationale qui est chargée de mettre en œuvre la politique d'inclusion numérique et aussi de promouvoir des sujets tels que les communs numériques. Je suis contente de dire un mot rapide de participer à ce webinaire sur le projet linguistique et compétences numériques de base, qui est l'un des 23 projets lauréats d'un appel à manifestation d'intérêt, donc AMI, qui s'appelle Outiller la médiation numérique, et qui est un AMI qui a été financé par l'ANCT à la faveur du plan de relance, donc à partir de fin 2021, et puis les projets ont été lancés en 2022. Et il s'agissait d'identifier partout sur le territoire des projets innovants et ancrés avec un ancrage local certain. Donc c'est le cas évidemment avec les 3 expérimentations du projet linguistique et compétences numériques de base. Et le but était d'avoir des projets innovants qui viennent à la fois outiller le secteur, qui permettent d'accompagner de trouver des solutions, des méthodes et des projets pour mieux accompagner les personnes et aussi pérenniser les actions du secteur. Donc, trouver des solutions pour renforcer et faire du lien entre tous les acteurs de la médiation numérique. Donc, on a eu des projets très variés, qui étaient parfois des projets numériques, d'autres fois des projets tangibles, qui ont été accompagnés pendant toute cette période. Donc, ils ont été soutenus avec une aide entre 20 000 et 300 000 euros par projet, et puis accompagnés également avec un accompagnement individuel et collectif pour essayer de créer des synergies et du dialogue entre tous ces porteurs de projets et les objectifs de leur projet. Et donc aujourd'hui, les différents projets arrivent au bout, comme celui-ci. Et c'est très intéressant parce que ça donne des clés d'outils très directes pour les aidants, les médiateurs, dont chacun peut se saisir. Et nous, on a un vrai enjeu même si les projets semblent se terminer aujourd'hui, qui restent, qu'on communique dessus, qu'un grand nombre de personnes s'en saisissent. Et ce, d'autant plus qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez tous entendu parler, mais on est dans une nouvelle phase stratégique, puisqu'on a une nouvelle feuille de route qui s'appelle France Numérique Ensemble, que du coup le programme met en œuvre, tout simplement, avec un enjeu de mobiliser les collectivités, avoir des feuilles de route territoriales d'inclusion numérique. Et pour que ces feuilles de route aient un sens et prennent corps et se concrétisent, on souhaite aussi que les gouvernances locales, qui sont des duos, souvent collectivité-préfecture, puissent s'inspirer de projets concrets. Donc voilà. Et donc là, en ce moment, on capitalise sur l'ensemble de ces projets. On est en train de finaliser un document récapitulatif de l'ensemble de ces projets pour le transmettre au plus grand nombre, donc les participants d'aujourd'hui, aux gouvernances locales France Numérique Ensemble, aux autres projets lauréats pour qu'ils aient continuer à insister sur les synergies interprojets. Et donc, une fois qu'on aura ce livrable qui permettra de prendre contact, prendre attache et essaimer les différents projets, on le partagera largement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et je relaisse la parole au porteur de projet. Mais merci de m'avoir invité pour ce webinaire.
Merci Estelle pour cette prise de parole et puis merci à la NCT pour le soutien apporté. Le projet est également soutenu à différents niveaux, donc au niveau local avec un beau soutien également du département de Seine-Saint-Denis qui est avec nous ce matin d'ailleurs et qu'on salue et qu'on remercie évidemment, et également par la Fondation Tasman. Donc voilà, c'était vraiment un projet transverse qui a mobilisé beaucoup d'acteurs. Au travers de ce projet, nous avons souhaité finalement mieux comprendre les enjeux entre médiation linguistique et médiation numérique, comme vous l'avez compris, et puis vraiment essayer de créer des ressources pour les aidants et avec les aidants. Voilà, vraiment de se baser sur le terrain, partir du terrain. Et dans cette démarche-là, nous avons produit plusieurs ressources. D'abord, une étude pour analyser la place de la médiation linguistique dans la médiation numérique et mieux comprendre les enjeux. Des outils pédagogiques pour pouvoir travailler avec les publics ces questions-là, pouvoir aussi animer des séquences. Un module de sensibilisation pour susciter l'intérêt des aidants, justement pour la prise en compte de ce double enjeu-là. Et un kit d'animation pour accompagner les aidants à s'approprier la démarche. Et donc ce matin, on est ravis de pouvoir vous présenter ces différentes productions un petit peu plus en détail. Je vais donc laisser la parole à Domitille pour vous parler de notre recherche-action. Oui, merci Guillaume. Donc moi, je vais vous présenter les 2 premières productions. Donc d'abord l'étude et puis ensuite nos ressources, les outils qu'on mettra, qui seront à votre disposition. Donc l'étude, comme racontait Guillaume, le point de départ, c'était d'abord ces interrogations où je suis sûre que tous les conseillers et conseillères numériques ici ont des exemples de confusion qui ont eu lieu en atelier sur certains mots qui n'étaient pas compris et qui étaient associés à des choses de la vie quotidienne qui n'ont rien à voir, comme une fenêtre sur un ordinateur, sur un écran, c'est pas du tout la même que celle dans une pièce. Donc peut-être d'abord un mot sur la méthode. Donc on a travaillé sur cette étude en 2 temps. D'abord une revue de littérature pour comprendre quelle était la place ou pas dans l'analyse autour de cette question de la médiation linguistique dans la médiation numérique. Puis un travail de terrain avec des temps d'observation d'ateliers de médiation numérique ou de médiation postée, donc des temps de médiation individuelle, des focus group avec les publics, on en a eu 3, et des entretiens semi-directifs, on en a fait à peu près une 15aine, avec à la fois des publics et des professionnels, que ce soit des conseillers et conseillères numériques, des professeurs de français langue étrangère ou des médiateurs et médiatrices sociaux. Et comme l'expliquait Guillaume aussi tout à l'heure, on l'a fait sur 4 terrains différents, donc à Bordeaux et à Lyon avec les PIMS, en Seine-Saint-Denis aussi avec le PIMS, et en Haute-Loire avec dans des centres sociaux. Et l'idée d'avoir ces 4 terrains d'expérimentation, c'était aussi de couvrir un territoire géographique plus large pour avoir des retours différents en fonction de est-ce que c'est différent si vous êtes en territoire très ruraux, en banlieue urbaine ou en cœur de ville. Et toujours avec ce focus sur les publics des grands débutants, avec 2 attentions particulières pour les personnes seniors et les personnes dont le français n'est pas la langue maternelle, les personnes allophones, en disant qu'eux avaient en particulier des questions autour de cette langue du numérique. Voilà pour le cadrage et la méthodologie. Et maintenant, j'aimerais revenir sur 4 axes 4 axes qui sont ressortis de cette étude. La première chose qui nous a sauté aux yeux, c'était que comme les professionnels que les publics, le vocabulaire pour eux, c'est pas un sujet, c'est pas un enjeu formel d'apprentissage. Il y a une médiatrice qui nous disait que le mot qu'il utilisait le plus souvent, c'est le mot là, parce qu'effectivement, il suffit de dire là et de pointer sur l'écran à la personne où on veut en venir. Et en même temps, nous, quand on était en temps d'observation, vous voyez bien que les médiateurs et les médiatrices, ils utilisaient régulièrement un vocabulaire très technique, parce que forcément, quand vous expliquez, quand vous donnez des consignes, il faut utiliser ces mots du numérique. Et donc, en entretien, on s'est rendu compte aussi que cette absence de compréhension, ça pouvait être un vrai frein à la montée en compétences. J'ai en tête, par exemple, un conseiller numérique qui accompagnait un groupe de seniors depuis 1 an et demi, qui était un peu frustré parce qu'il nous disait en fait, ça fait 1 an et demi que je les accompagne et quand je leur dis barre des tâches ou onglet, ils savent toujours pas de quoi je parle.
Donc, on voit en fait que la non-maîtrise de ce vocabulaire, même si ce n'est pas vu comme quelque chose d'important, ça bloque les apprentissages, ça ralentit la montée en compétences. Et nous, en plus, ça nous posait une vraie question de si on ne connaît pas ce vocabulaire, quel ancrage dans le long terme il va avoir de ces compétences qui sont acquises. Donc, la question qu'on s'est posée ensuite, c'est pourquoi est-ce que ce vocabulaire, ce n'est pas vu comme un enjeu d'apprentissage? Et en fait, on s'est rendu compte en discutant avec les médiateurs et les médiatrices, c'est qu'ils se revendiquaient beaucoup de la pédagogie par le faire, donc de lancer tout de suite leurs apprenants sur des exercices numériques. Et effectivement, le numérique s'y prête très bien à cette pédagogie par le faire parce qu'on peut tout de suite mettre entre les mains des grands débutants un smartphone, un ordinateur et les inviter à l'utiliser, procéder par essai-erreur, enfin vraiment être dans une démarche expérimentale. Mais quand même, on sent la pédagogie par le faire, ce n'est pas du tout que cette démarche d'expérimentation, c'est aussi avoir des temps collectifs de réflexion, de critique, d'analyse de ce qui a été fait pour prendre du recul. Et on s'est rendu compte que pour plein de raisons différentes, les médiateurs et les médiatrices ne prenaient pas forcément ces temps collectifs d'analyse et d'appropriation. Et effectivement, si on n'a pas ces temps d'échange, il n'y a pas forcément besoin de mobiliser un langage particulier, le vocabulaire du numérique, des expressions à connaître, spécialement pour les publics. Un exemple, je pense, c'est par exemple un groupe de grands débutants. Donc, c'était la première fois qu'ils utilisaient un ordinateur. Et donc, le médiateur commence la séance en leur demandant de se présenter et de dire pourquoi ils étaient là. Puis tout de suite, il les lance sur un ordinateur sans leur expliquer voilà, quel est cet objet un peu nouveau devant eux. Et donc, il leur dit juste « ouvrez un navigateur Internet ». Et il y a quelqu'un qui pose « c'est quoi un navigateur Internet ?» Et lui, il demande « à votre avis ?» Personne ne répond. Et alors, il va un peu esquiver plus ou moins consciemment la question en disant alors, allez sur cette icône, cliquez 2 fois. Et en fait, il se rajoute des problèmes en fait, en rajoutant plein de mots techniques. Et il se retrouve à devoir faire un par un, à accompagner un par un les personnes pour qu'elles puissent y arriver et sans prendre le temps d'expliquer. Et évidemment, ces problématiques de compréhension et d'échange, elles sont encore plus importantes pour les personnes qui ne parlent pas français, donc les personnes allophones. Et donc, en fait, des médiateurs et médiatrices reconnaissent que, comme ils sont un peu désarmés face à ces publics, ils préfèrent les renvoyer vers des cours de français langue étrangère pour après les réintégrer à leurs ateliers. Alors ensuite, nous, on s'est demandé ce que ça faisait au public, ces absences de temps d'échange, comment eux le ressentaient. Et donc, on s'est rendu compte que ça engendrait une vraie difficulté à raconter le numérique, à raconter ce qu'ils ont fait. Un exemple, c'est qu'on a observé un atelier où des personnes apprenaient à utiliser une souris. Donc, vous savez, faire le clic droit, le clic gauche, le double clic, à sélectionner, etc. Et en particulier, il y avait une de ces personnes qui était une personne allophone et plutôt senior qui maîtrisait très, très bien ces différentes techniques. Donc voilà, il passe à la suite, etc. Et nous, après, on prend cette personne en entretien pour discuter avec lui de plein de sujets. Et à un moment dans l'entretien, on lui propose de nous raconter ce qu'il a fait en atelier, de nous l'expliquer avec ses mots. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que, alors qu'on avait, nous, bien observé qu'il savait très bien faire, il n'était pas vraiment capable de nous raconter ce qu'il avait fait. Et en plus, il nous a dit, je ne comprends pas, parfois il faut cliquer à droite, parfois à gauche, parfois deux fois, pourquoi ? Et donc, nous, ça nous a vraiment interrogé sur, est-ce qu'on peut dire que quand il y a une maîtrise du geste, derrière, il y a une maîtrise de la compétence, alors qu'on voit bien que si on ne sait pas pourquoi on le fait, on ne saura pas forcément reproduire ce geste dans un autre cadre et dans le bon cadre. Et puis, en fait, la vraie question aussi, c'est est-ce qu'on saura le refaire sur un autre ordinateur dans 1 mois, dans 6 mois? Est-ce qu'on saura accompagner quelqu'un d'autre à faire ce geste? Et donc, on a plutôt tendance à dire, plutôt, il y a une non-maîtrise. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on pense que pour lancer cette maîtrise, pouvoir en parler, pouvoir avoir le bon vocabulaire pour le dire, ça nous permet vraiment de manipuler les connaissances et donc de vraiment lancer l'étayage théorique il y a le geste et puis derrière, on maîtrise la théorie derrière le geste, on maîtrise les concepts. Donc, on peut vraiment dire qu'on a une acquisition de cette compétence. Donc, forcément, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour travailler sur cet étayage théorique? Comment est-ce qu'on peut remettre cette question de la langue, des échanges collectifs au centre? En tout cas, quelque chose dont on reparle. Et on s'est intéressé à la culture numérique. Parce qu'en fait, effectivement, la culture numérique, elle est présente dans de nombreux référentiels de formation qui ne sont pas forcément connus parce que forcément, on n'a pas forcément toujours le temps. Mais on s'est rendu compte donc forcément que les publics étaient des grands débutants, ils n'avaient pas forcément une culture numérique très développée.
Par exemple, oui, je me souviens d'une femme qui nous dit « Mais la 4G, c'est Internet », alors qu'on était en train de l'aider à manipuler son téléphone, son smartphone, qui avait un forfait 4G, mais elle n'avait jamais fait le lien avec les deux. Donc voilà, on sent qu'il y a quelque chose là qui est manquant. Et en même temps, on sent que ça suscite un très, très, très grand intérêt des publics qui sont là. Parce qu'en fait, ils viennent parfois avec l'idée juste « je vais faire des démarches administratives ». Or, ça passionne personne, ces démarches administratives, voire ça fait peur parce que ça peut être un vrai enjeu de survie de faire correctement ces démarches sur Amélie, sur la CAF, etc. Donc les gens, ils sont inquiets. Et en fait, on pense qu'en remettant la culture numérique, on s'appuie en fait sur ce qui intéresse les personnes. Donc ça peut être, je me souviens d'un échange assez intéressant d'une personne qui disait « Non mais en fait, je ne comprends pas pourquoi on fait tout ça, parce que si demain on n'a plus d'électricité, ça ne sert à rien, tout ça on va le perdre ». Donc voilà, ça permet de partir des inquiétudes, des intérêts des personnes. Il y a aussi toujours les médiateurs et médiatrices nous ont beaucoup expliqué que les gens avaient beaucoup de questions autour de leurs données, du phishing, etc. sur Internet. Ou alors pour les personnes plus seniors, la question de sentir faire partie aussi de la société, de choses qui leur échappent, simplement être en lien avec leur famille, etc. Et donc pour nous, il faut s'appuyer sur cet intérêt, sur ce grand intérêt pour donner du relief et du sens à ces actions qui au début, voilà, on passe d'une souris à comment est-ce que je participe à un pan de vie à la société, comment est-ce que je suis vraiment citoyen aussi de cette vie numérique. Et aussi, c'est un vrai moyen de changer de regard sur ces publics. Parce que l'idée, c'est pas de dire qu'on va tout transmettre, mais vraiment de partir de qui ils sont, de ce qu'ils ont envie, mais aussi de ce qu'ils connaissent. Parce qu'aujourd'hui, le numérique a tellement infusé partout dans la société que c'est quasiment impossible de trouver quelqu'un qui n'y connaît rien. Enfin, simplement, l'exemple peut-être le plus simple, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont un smartphone. Et donc, a priori, elles savent taper au clavier de leur smartphone. Et c'est une compétence qui peut être transférable vers l'utilisation d'un ordinateur. Et des exemples comme ça, on peut un peu les multiplier. Donc voilà, en conclusion de cette étude, l'idée, c'est pas forcément de bouleverser toutes les pratiques, c'est vraiment de faire un pas de côté en réfléchissant à nos pratiques par ce prisme de la médiation linguistique, de rajouter cette nouvelle dimension pour aider tout le monde en collectif, que ce soit les publics avec les personnes qui les accompagnent, à réfléchir à ce qu'est le numérique, à nos pratiques numériques, et en ayant le bon langage et le bon vocabulaire pour le faire et pour lancer cette discussion collective. Guillaume, si tu peux passer, je vais vous présenter nos différents outils. Alors, le premier outil, c'est la toile. C'est un outil qui a vraiment été pensé à partir de l'étude pour travailler sur vraiment la dimension collective, la dimension de la culture numérique en partant du vocabulaire. Donc, le principe de la toile, c'est un principe assez simple. C'est une carte mentale, vraiment. On met un mot au centre. Le mot, ça peut être n'importe lequel. Donc, vous voyez là où il y a un moteur de recherche sur ce qui s'affiche devant vous. Et on va essayer de déployer le sens de ce mot, le décortiquer ensemble. Donc, on va vous proposer on va vous proposer par exemple de l'illustrer, de le traduire dans une langue que vous parlez, de faire un lien avec votre vie quotidienne, de trouver des mots proches, donc de chercher plutôt des antonymes, enfin des contraires. Et l'idée vraiment, c'est qu'ensemble, de faire de manière collective, ça va être de réfléchir à qu'est-ce que signifie ce mot pour nous aujourd'hui dans ce groupe présent. Donc là, pour moteur de recherche, vous voyez par exemple la personne, elle fait le lien dans la vie quotidienne avec le moteur comme celui des tracteurs. Et puis, dans les choses proches, vous allez avoir Google, forcément, mais aussi la bibliothèque. Enfin, c'est à nous de trouver, vous, ce que vous auriez pu mettre. Et c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'aller dans le derrière ce qu'est la signification des mots. Par exemple, en atelier, on avait fait travailler des personnes autour du mot « arrobase ». Et il y avait un groupe de personnes qui ont traduit tout le mot « arrobase » dans leur langue familiale et se sont rendus compte que tout le monde traduisait par l'équivalent du mot « chez ». Et ils ont dit là, ah, mais bien sûr, c'est comme ça que fonctionne une adresse mail. Vous avez quelque chose, chez, et un nom derrière de domaine, de fournisseur de mail. Et ça a été un peu un déclic pour comprendre comment fonctionne cette adresse mail. Et donc derrière, le pari, c'est que une fois qu'elles savent ça, elles sauront repérer une adresse mail à la présence de cette arrobase, mais aussi elles ne l'oublieront pas quand elles écriront une adresse mail. Elles sauront que c'est quelque chose d'assez essentiel. Voilà. Peut-être un des cas d'utilisation de la toile. On va vous présenter derrière, dans le cours de l'expérimentation en Seine-Saint-Denis, comment on l'a utilisé pour parler du numérique sans faire de numérique. Donc voilà, pour faire une autre entrée dans le numérique par les mots et par aussi les envies des personnes en partant de ce qu'elles avaient envie d'explorer sur ce sujet inconnu
pour pas les lancer tout de suite dans un ordinateur qui peut les perdre. Et sinon, pour une optimisation plus quotidienne, nous, on conseille à chaque atelier de médiation numérique, choisir quelques mots qui ont pu poser problème ou qui ont pu intéresser pour avoir cette discussion autour et pour essayer de les décortiquer et voir comment est-ce que ça peut susciter des discussions et voir comment avancer. Et un conseil pour l'utiliser, il faut ne pas le prendre comme un outil trop scolaire, donc forcément parce que vous avez des adultes en face de vous, mais en fait on va avoir tendance, on s'est rendu compte que les personnes veulent parfois remplir toutes les cases, et c'est pas du tout l'enjeu. L'enjeu c'est peut-être d'en remplir qu'une, 2 ou 3, celles qui vous parlent le plus. Et de la même manière, c'est pas du tout un endroit où il y a des bonnes ou des mauvaises réponses, puisqu'elles partent du vécu, des connaissances des personnes. Vous voyez par exemple sur l'exemple en cours, moi moteur de recherche, l'associer au moteur de tracteur, ça me parle pas. Mais c'est pas grave parce que peut-être que j'aurais mis autre chose. Mais en tout cas, si ça parle à la personne qui a rempli, bah, c'est parfait. Et moi, peut-être, je vais faire le lien avec autre chose qui me parlera plus. Et comme ça, on va tous s'y retrouver dans cette quête. Voilà pour ce premier outil, l'outil collectif. Et on va vous en présenter un deuxième, qui est un outil plus individuel, qui sont des fiches de vocabulaire illustrées et des jeux de mémorisation qui sont liés. Là, l'enjeu, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une base de vocabulaire à connaître. Et donc, on a décidé, on trouvait qu'il n'y avait pas de lexique qui était satisfaisant à nos yeux pour s'adresser à ce public de grands débutants. Et donc, on a voulu en construire un, en associant un mot, une illustration et une définition d'usage courte et simple. Et ce qui est important, je pense aussi dans ce thème, c'est qu'on n'a pas travaillé tout seul dans notre coin à choisir les mots, à faire les illustrations. On a rassemblé autour de la table des médiateurs et des médiatrices, des publics. On a réfléchi à quels seraient les mots essentiels, une quarantaine de mots essentiels pour les grands débutants, et comment est-ce qu'on peut les illustrer pour le rendre compréhensible par le plus de personnes possible, et comment on pourrait trouver cette définition de l'usage. Et pareil, on va aller dans la simplicité dans cet écrit, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont en difficulté face à l'écrit. Donc vraiment, c'est cette méthode collective qui est vraiment intéressante dans la construction de cet outil, et qui fait que c'est particulièrement pertinent. Et comment les utiliser ? L'enjeu, nous, on pense, c'est de choisir, ils sont divisés en 4 catégories, qui sont les 4 catégories sur découvrir les outils numériques, utiliser une adresse mail, faire ses démarches administratives, etc. Et l'idée, c'est avant de se lancer dans des exercices autour de ces catégories, proposer aux personnes de passer les fiches pour découvrir ces mots essentiels, puis faire les exercices qui ont été prévus par le médiateur et la médiatrice, et à la fin de la catégorie, faire les jeux de mémorisation pour un peu tout réintégrer, faire sens dans l'ensemble. Voilà, pour les outils qu'on a utilisés, ils seront à votre disposition sur la plateforme plus tard. Et je vais laisser Stéphane prendre la main pour vous présenter nos deux autres ressources. Merci Domitille. Merci Domitille. Les 2 autres ressources, un module de sensibilisation en ligne et un kit de déploiement. Une fois qu'on a eu travaillé, co-construit avec les publics, comme tu le disais Domitille, les outils, la toile et puis les exercices que tu montrais par suite, et les supports, on s'est dit, mais il manque quelque chose, on avait envie d'aller plus loin et de poursuivre, de tirer ce fil, partant du principe que l'outil ne fait pas le menuisier et qu'il est important, au-delà de l'outil, de travailler la démarche et la contextualisation de l'outil, bien évidemment. Et donc, on s'est dit comment on peut réfléchir, qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour accompagner la contextualisation de l'outil. Et donc, on est parti d'une proposition de Guillaume qui nous avait partagé un module de sensibilisation en ligne qui a été fait par l'INR, l'Institut du numérique responsable. Et ça nous a fait tilt. On s'est dit, ben, voilà, on pourrait peut-être proposer alors 2 choses. La première, un module de sensibilisation en ligne qui pourrait permettre à la fois au pouvoir public, mais aussi à l'ensemble des acteurs, et par acteur, je voudrais préciser, de la médiation numérique, mais aussi de l'accompagnement linguistique, puisque finalement, on peut avoir parfois ces silos où on accompagne la maîtrise de la langue ou des savoirs de base, et des acteurs de la médiation numérique qui se disent, mais moi, mon domaine, c'est la médiation numérique, c'est pas la linguistique, donc on peut avoir tendance à orienter. Il y a des spécificités, bien évidemment, mais il y a aussi des complémentarités possibles. Et en fait, on a choisi de ne pas choisir. Et on a essayé de travailler cela
en essayant de permettre que les outils et que la démarche dans laquelle on propose de contextualiser puissent bénéficier autant aux acteurs de l'accompagnement linguistique qui pourraient aborder dans leur propre spécificité hein, les compétences de base, dont les compétences numériques et la langue, et puis les médiateurs numériques également, en travaillant les compétences numériques en partant également de la langue et des publics. Et donc, ce petit module, un module qui peut durer une dizaine de minutes, voilà, quelque chose sur un format court, et puis le kit que je vais présenter après, le kit de déploiement qui lui est sur l'accompagnement à la contextualisation des ateliers avec un contenu un peu plus détaillé. Je vais vous le présenter, le module de sensibilisation en ligne, sans vous le montrer, puisque vous irez le découvrir, mais voilà, on va réserver un peu de suspense pour la découverte. En tous les cas, je vais vous présenter les 4 parties. Une première qui est introductive et qui permet de se questionner sur ses propres pratiques. Accompagnement linguistique, accompagnement numérique, et partons du public, et pour le public. Qu'en pense-t-il? Donc avec une petite vidéo notamment, qui est partie de cette question, mais c'est qui Amélie? Donc vous irez découvrir cette vidéo qui plante un petit peu le décor, avec un petit sondage qui nous permet de voir, voilà, en termes de consultation, qui vient consulter le module de sensibilisation, les médiateurs numériques, médiation sociale, acteurs de l'accompagnement linguistique ou autres. Voilà, ça permet aussi de pouvoir faire connaissance. La deuxième partie, là, dans le module de sensibilisation, on va décortiquer tout ce qui concerne la maîtrise de la langue pour savoir de quoi on parle. Donc, dans cette deuxième partie, on va tout d'abord préciser les concepts, et notamment les typologies de public, analphabétisme, français langue étrangère, illettrisme et puis illectronisme, avec un focus et une vidéo qui vient étayer et présenter notre lecture, appuyée sur des références littéraires, etc., qu'on a pu référencer, comme le disait Domiti, lors de la revue de littérature. Et puis qui vient voilà, apporter un peu de complément par rapport à cette notion d'électronisme. Et suite à la typologie des publics, le repérage. Une fois qu'on sait un petit peu mieux quelles peuvent être les typologies existantes, comment repérer le public, et donc là un arbre qui vous permet aux acteurs qui sont non spécialistes de pouvoir, à travers des questions simples, pouvoir identifier des typologies et des particularismes des publics que l'on accompagne, sur illettrisme, analphabétisme, français langue étrangère. Et puis un petit quiz qui permet de faire un petit récap, voilà, pour étayer tout ce que l'on a pu parcourir précédemment, et avec chaque fois une synthèse qui permet, en 4-5 lignes, d'avoir le cœur de ce que l'on a pu parcourir dans la partie désignée. Troisième partie, les enjeux linguistiques et les pratiques de médiation numérique. Comment intégrer des enjeux linguistiques dans les pratiques de médiation numérique, comment intégrer aussi de la médiation numérique dans les pratiques de médiation linguistique. Un petit focus ici sur ce que Domiti évoquait avec vous tout à l'heure, la pédagogie par le faire, l'apprentissage expérientiel, et le lien avec la médiation numérique. Avec le fait aussi que voilà, on décortique cela, et également en précisant, et on fait le lien avec la lecture d'ailleurs, lire, ce n'est pas uniquement déchiffrer, c'est aussi comprendre. Et de la même manière, reproduire un geste n'est pas comprendre le geste et le contexte. Voilà. Et donc, il y a un petit peu ce parallèle qui est fait et qui est par suite étayé. On a essayé de vous apporter un fil conducteur qui peut vous permettre à travers, alors on a appelé ça des bonnes pratiques, en tous les cas, on vous partage notre démarche qui est de faire avec les publics et d'accompagner leur apprenance. À travers, tout d'abord, donc là il y a
cette carte que vous pourrez dérouler, et en face de la carte, il y a une petite synthèse sur cette thématique. La première thématique, partir des groupes hétérogènes. La deuxième, prendre en compte les 3 aspects, l'oral, l'écrit et la représentation visuelle. Je refais le lien tout à l'heure avec la toile qu'évoquait Domitille. L'oral et les langues aussi, hein, partir des publics et finalement reconnaître ils ne sont pas que en difficulté dans les savoirs de base, que voilà, on ne se définit pas que par des problématiques, on est aussi quelqu'un qui sait quelque chose. Et l'idée, c'est aussi de placer au centre les apprenants, les stagiaires, etc., qu'ils puissent sentir qu'en fait, ça part d'eux. Voilà. Et on leur accorde cette attention qui est qu'en fait, on ne va pas transmettre la définition du tout. On se place soi-même, médiateur, formateur, etc., en périphérie. Et ce qui ne change pas les rôles et places, par contre, ça change la posture. Et l'idée, c'est vraiment, et un petit clin d'œil à Fabien Masson et la Belgique, qui, Fabien prendra la parole tout à l'heure, lire écrire en Belgique, où on parle de formateurs-chercheurs. Voilà. Il y a des formateurs apprenants aussi. On n'est pas que formateur, on est aussi apprenant. Et l'idée, c'est d'apprendre ensemble, en tous les cas, de laisser la place à la parole, à l'écrit, mais aussi au dessin, au visuel, pour multiplier les portes d'entrée. Pour moi, ça va être le dessin. Pour Domitille, ça ne sera pas le tracteur, mais peut-être autre chose, etc. Voilà. Multiplier et aussi permettre à chacun d'entendre, de voir, de lire les représentations ou ce que c'est pour l'autre, et de pouvoir faire sens commun. Par suite, donc avec une démarche d'implication des publics, de recentrer sur le sens commun, je le disais, et avec finalement un fil qui est que l'on va explorer des contenus pour structurer des connaissances dans une démarche qui est d'accompagner l'apprenance. On ne va pas former les publics, mais créer le contexte dans lequel ils vont se former, et on va se former ensemble. L'apprenance et une dynamique d'auto-socio-construction des apprentissages, avec tout cela qui est décrit dans des petites capsules à côté, et avec un socle qui est celui de la culture numérique, la langue numérique, le territoire numérique et aussi la culture, l'importance, comme tu le disais Domitille tout à l'heure, aussi d'être acteur et de comprendre la société dans laquelle je vis. Il ne s'agit pas d'apprendre le numérique ou d'apprendre la langue, mais c'est apprendre pour, et notamment pour agir, pour être acteur. Et là, on apporte aussi un étayage théorique, puisque d'explorer pour structurer, l'importance de la structuration des connaissances, pour que ça ne reste pas diffus, mais que l'on vienne étayer, et notamment, on a un petit passage là sur les référentiels, référentiels de compétences numériques, que ce soit le référentiel européen, DIGCOMP, et sur lequel PIX que vous connaissez, PIX est basé, et également le CLEA domaine 3, la certification du même nom, et en parallèle, pour avoir une vision à 360 degrés, en lien avec la notion de littératie numérique. Et ce concept de littératie numérique que l'on va ici décrypter, également voilà, dans une complémentarité référentielle et littératie numérique, utiliser, comprendre, créer, que l'on va décrypter, et pour permettre d'accompagner en médiation numérique et ou linguistique l'inclusion des publics. Et donc, on interroge aussi quelle articulation entre médiation numérique et inclusion numérique. Voilà, donc on va décrypter là plus en détail, utiliser, comprendre, créer cette notion de littératie numérique, avec arriver à la fin du module, cette phrase qui pour nous est la synthèse et de nos travaux et de la démarche, etc., qui est finalement le fil que l'on vous propose de dérouler avant que d'être dans l'apprentissage, la reproduction des gestes, etc., de remonter en amont et de partir du dire, du mot. Le mot du numérique pour le dire
pour le penser pour le comprendre, et le comprendre pour enfin, par suite, le reproduire, y compris dans d'autres contextes. Et cette quatrième partie qui propose là une ouverture sur les autres acteurs du territoire, que ce soit pour médiateur numérique, les acteurs de l'accompagnement linguistique, et réciproquement pour les acteurs de l'accompagnement linguistique, les acteurs de l'accompagnement numérique, parce qu'il y a bien sûr des liens à faire, et tout à l'heure Estelle Pata de la NCT rappelait le contexte de territorialisation des politiques publiques d'inclusion numérique, et pour le coup, ça a du sens aussi d'inscrire cela au local et de faire lien avec des acteurs qui parfois se croisent, ne se connaissent pas forcément. Et donc, il y a aussi des croisements et des passerelles à faire. Donc là, vous avez deux entrées dans deux cartographies différentes, hein, celle des acteurs de l'accompagnement, de la médiation numérique, pardon, carto nationale, et puis celle des acteurs de l'accompagnement linguistique. Et pour terminer la partie, l'outillage qui vient après la partie théorique pour pouvoir permettre de mettre en œuvre de l'accompagnement des publics, et les outils qui nous ont été présentés, avec, et c'est là que je vais faire le lien avec le kit de déploiement. On a fait ce module de sensibilisation, format court, et par contre, pour la contextualisation des outils, on a développé un kit méthodologique. Et là, en fait, on va reprendre le fil de ce que vous avez, je viens de vous présenter. Mais là, voilà, nous remercions Cassandra des PIMS qui a, dans un temps record, et elle l'a fini hier soir, le kit de déploiement. On va prendre le temps de le mettre en ligne, il faut que le site vive. Voilà, ce kit, il permet de reprendre le module de sensibilisation, mais en allant peut-être un peu plus loin, en étayant, voilà, en développant ce qui n'était pas possible sur un format court. Voilà. Donc là, 13 pages de lecture, et notamment donc, autour de l'approche méthodologique. On reprend les typologies publiques, on reprend les définitions, et également, par exemple, on va aller plus loin, notamment sur la démarche et le lien quand on parle des problématiques analphabétisme, français langue étrangère, illettrisme, illectronisme. Et là, on va aller plus loin, notamment en étayant sur le lien avec des travaux récents qui ont un an, hein, un rapport commandé par la NCT, au Credo, Créade et Gis Marsoin, la Société numérique française définir, mesurer l'éloignement numérique. En fait, au-delà des concepts et des définitions, pouvoir appuyer la démarche sur les capacités numériques. Et donc, là, on développe un petit peu le fait de pouvoir sortir cette vision dichotomique et de sortir aussi, parce qu'il peut être stigmatisant pour les publics, d'entrer par la négative, hein, ce qu'il manque. En fait, là, viser les capacités, qu'est-ce que ça veut dire, comment on fait, etc. Et donc là, après, on poursuit sur les problématiques linguistiques, l'aide au repérage, à l'identification, et puis la démarche de mise en œuvre qui, là, va pas à pas vous reprendre les 7 points que j'évoquais dans le module de sensibilisation en ligne. Pour en finir sur donc cette synthèse, le dire pour le penser, pour le comprendre, pour le reproduire. Et deux ateliers que l'on partage, des supports et des trames d'animation, qui sont des exemples, hein, c'est pas à suivre au pied de la lettre, c'est bien sûr adapté et adapté avec les publics, pas pour les publics. C'est ce qu'on préconise. Et là, voilà, ce qui permet soit de suivre ce fil, soit de vous en inspirer. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire des retours, on est tout à fait ouvert à ça. Et c'est à travers 2 trames, une autour de la toile, hein, que vous a présenté Domitille tout à l'heure, et puis une autre trame autour de l'outil Lexinum, et donc là, autour du lexique illustré et des mots qui défilent, et des mots que l'on définit ensemble. Voilà. Pour en finir sur, en conclusion du kit,
une petite synthèse, et puis également, pour aller plus loin, si vous le souhaitez, en fin de module de sensibilisation ou en fin de kit, vous trouverez nos coordonnées. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, on peut vous accompagner sur la contextualisation des ressources et éventuellement sur de la formation. J'en profite d'ailleurs, c'est l'occasion, à l'ANCT, donc, que je remercie encore du financement qui a permis de lancer le projet, a également, pour information, finance des formations avec l'OPCO Uniformation, l'OPCO de la cohésion sociale. Donc, voilà, c'est l'occasion de vous en informer aussi si vous ne le saviez pas depuis le 17 janvier où ça a été présenté. Vous pouvez demander, si vous êtes affilié à cette OPCO, de vous faire financer des formations, ce type ou d'autres, mais qui sont pour accompagner les aidants numériques. Voilà, en tous les cas, l'un et l'autre, kit et module, font partie d'une plateforme. Je vais laisser la parole à Guillaume, qui va pouvoir vous présenter la suite. Ouais, merci Stéphane. Donc vous l'aurez bien compris, là, on n'est pas dans une formation, dans une présentation exhaustive de toutes nos ressources, hein. Donc pas d'inquiétude, le PowerPoint n'est pas figé, mais on vous laissera découvrir plus en profondeur l'ensemble de nos ressources et puis revenir vers nous. On va tout vous mettre à disposition, ne vous inquiétez pas. Mais ça nous paraissait important quand même de pouvoir, avant de vous donner tous les accès, de vous expliquer la démarche, et puis aussi de peut-être pouvoir avoir quelques témoignages de terrain, puisque notamment vous voulez faire un focus sur ce qui s'est passé donc en Seine-Saint-Denis, dans la continuité finalement d'un partenariat historique entre le département de Seine-Saint-Denis et le PIMS de médiation de Noisy-le-Grand, qui travaillent ensemble sur les sujets d'insertion et d'inclusion numérique depuis quelques temps, et en synergie avec le projet national soutenu par la NCT. On a pu mener une enquête terrain auprès des acteurs de l'accompagnement pour mieux comprendre finalement les liens entre ces deux mondes, ces deux sphères de l'accompagnement linguistique et de la médiation numérique, et puis aussi de faire remonter et de détecter les freins que pouvait rencontrer chaque acteur pour prendre en compte ce double enjeu. Donc, dans cette démarche-là, ça nous a permis aussi de mettre en place différents temps d'échange et de co-construction avec l'ensemble de ces acteurs-là, voilà, vraiment au cœur de notre démarche collective pour se baser sur les besoins et les expertises du terrain, et confirmer peut-être, ou infirmer d'ailleurs, ceux que l'on présupposait au début du projet, et aussi d'impliquer les bénéficiaires finaux. Donc, tout ce travail finalement sur ce territoire-là a permis d'outiller et d'accompagner plusieurs acteurs locaux à la prise en main de la démarche, et donc ce qui a abouti finalement à la production des différents outils, modules de sensibilisation, kits pédagogiques dont Stéphane vient de vous parler. Et pour faire ça, on s'est appuyé sur l'animation de plus de 70 ateliers auprès de 30 structures différentes, et on a testé la démarche et les outils avec près de 450 participants, notamment en s'appuyant sur l'animation et l'expertise du PIMS Médiation de Noisy-le-Grand, mais aussi d'acteurs locaux comme ASLC, le Pôle et Fab Lab, qu'on remercie évidemment. Et peut-être que Karim, qui est donc médiateur au PIMS Médiation de Noisy-le-Grand, tu pourrais nous faire un petit retour de ton expérience autour de cette démarche et de ces outils? Bonjour tout le monde, je suis Karim, conseiller numérique au PIMS de Noisy-le-Grand. Le PIMS est une association qui aide les gens par la médiation dans leur démarche administrative, et il y a d'autres éléments qui constituent le PIMS, répondre à des AMI notamment, répondre, etc., et créer des partenariats. En tant que conseiller numérique, j'ai été amené à animer des ateliers justement dans ce dispositif linguistique et numérique. Et je dois dire que, en fait, très vite, quand on a affaire soit à des débutants, soit à des allophones ou autres, personnes ne maîtrisant pas un des liens de communication qu'on utilise,
qu'il soit technique ou oral ou écrit, eh bien, on ne sait pas quoi faire. Moi, il y a une chose, je suis resté, ça n'a pas eu lieu pendant les ateliers linguistiques et numériques, mais je dis, bon, ben maintenant, on va utiliser la toile. Et je vois quelqu'un qui se dirige vers l'ordinateur. Et là, j'ai dit, mais je vous ai dit que le premier cours, c'était sans l'ordinateur. Il me dit, oui, mais la toile. Ah bon, je réfléchis, je regarde. Il avait compris la toile, le web, et qu'il fallait aller sur l'ordinateur pour utiliser la toile. Donc, il m'a expliqué, et là, j'ai compris. Et je me suis rendu compte qu'un simple mot peut être traduit différemment dans une langue différente et aussi selon des contextes différents par rapport à la personne. Je prendrai une image que j'aime utiliser pendant les ateliers que je continue à faire avec le kit, la toile, etc., qui sera présenté. Je dis que quand j'étais jeune, j'ai fait de la musique. Faire de la musique, c'est super, c'est comme aller sur le web. Mais j'ai fait 8 mois de solfège sans jamais toucher un piano. Eh bien, j'ai arrêté. On était jeunes, hein, on était quelques frères et sœurs. On a arrêté. Et je me suis rendu compte après que simplement, c'était un lien. Il y avait un lien qui avait été créé entre le fait de immédiatement jouer de la musique sans passer par les règles, etc. Et ce fait-là m'a fait comprendre que la volonté qui est celle un petit peu de ces ateliers de faire d'abord un atelier sans le PC, sans la pratique, car en effet, la langue, le parler, c'est d'abord le comprendre. Et je voulais dire sur le terrain, pour vous rassurer, il y avait très très peu de personnes aux premiers ateliers dans les structures. On faisait, vous l'avez compris, 2 ateliers, un linguistique, un numérique et linguistique. Les premiers, il n'y avait pas grand monde, mais ensuite, le deuxième atelier, voire les ateliers suivants avec les structures avec qui on a fait un suivi, ça c'est, il y a eu entre 6, 8 à 10 personnes dans le deuxième atelier. Voilà, donc ce que je voulais dire, au début poussif, après faire attention et bien se poser les questions sur la compréhension des mots qu'on utilise et ne pas hésiter à attendre avant d'utiliser le PC directement sans être passé par l'explication des termes et surtout l'intégration personnelle et la compréhension personnelle de chaque participant qui est différente. Voilà ce que je voulais dire, c'était un peu… Merci Karim, c'était parfait. Voilà. C'était concret, donc c'est très important. Merci beaucoup à toi pour ce témoignage de terrain. Donc la démarche, effectivement, s'est déployée sur le terrain auprès des acteurs locaux et des publics de nos 4 terrains d'expérimentation. Mais en parallèle, depuis l'été 2023, finalement, on a pu présenter notre démarche et certains de nos outils, en tout cas au fur et à mesure de leur avancée, lors de différents événements. Et du coup, ça suscite aussi l'intérêt de nouveaux territoires, y compris de pays francophones voisins et amis. Et je vais laisser la parole à Fabien Masson pour se présenter et nous faire peut-être un retour d'expérience. Voilà, bonjour. Masson, moi je travaille à Lire Écrire. Lire Écrire Bruxelles, c'est une association d'alphabétisation. On milite pour le droit à l'alphabétisation pour toutes et tous. Et on développe pas mal de formations de formateurs, mais également on est opérateur de formation d'alphabétisation. Donc l'alphabétisation, ça veut dire qu'on s'adresse à des personnes qui n'ont pas été
scolarisés ou très très peu. Et généralement, ce sont des personnes d'origine étrangère. Mais on va retrouver également dans le groupe des personnes avec un profil plus illettré, c'est-à-dire des personnes qui ont été scolarisées en Belgique, mais qui n'ont pas acquis, ou en tout cas aujourd'hui, n'ont plus la maîtrise des Alors la question du numérique, en fait, nous, on s'y intéresse depuis le milieu des années 2000. On a eu différents projets soutenus par l'Union européenne pour intégrer cette question au sein des formations d'alphabétisation. Et alors, on a évolué d'un modèle où on proposait des ateliers numériques à côté des formations d'alphabétisation et petit à petit, on a fait évoluer ça vers l'intégration vraiment du numérique au sein de toutes nos formations d'alphabétisation parce qu'on s'est rendu compte que c'était très compliqué de séparer les deux et que ça avait beaucoup plus de sens et c'était beaucoup plus cohérent de travailler à la fois les compétences de base sur la langue, mais également en parallèle le numérique. Alors, à partir de ce moment-là, quand j'ai eu la chance d'avoir un peu en primeur la présentation de l'outil de la toile en novembre, je me suis dit, ah, mais ça, c'est un super outil, parce que ça permet justement de faire ce lien entre le numérique et le langage. Et en plus, et ça je reviens sur ce que disait monsieur juste avant moi, l'avantage de travailler le numérique hors écran. Parce que c'est vrai qu'avec le numérique, on a souvent tendance à se trouver dans des dispositifs où on projette et puis on demande aux gens de reproduire simplement ce qu'ils ont vu, ce que le formateur a montré. Et on se rend bien compte, et c'est ce qui était dit aussi, que la reproduction du geste ne veut pas dire qu'on pourra le refaire chez soi, ne veut pas dire qu'on pourra le refaire dans une semaine, non plus qu'on va pouvoir le refaire si l'interface change, si elle est mise à jour. On se retrouve avec des personnes qui, de nouveau, sont complètement déboussolées, perdues parce que l'interface a changé, que le bouton vert qui était normalement en haut à gauche a été déplacé et on voit bien que ça perturbe énormément. D'où cette nécessité pour ancrer les apprentissages, de pouvoir les comprendre et de pouvoir comprendre en fait qu'est-ce qui se passe, pourquoi lorsque je clique sur ce bouton vert, je peux passer à l'écran suivant et donc comprendre les logiques qu'il y a derrière. Et donc cet outil, moi, il m'a parlé énormément, d'autant plus que nous, on se situe dans une démarche qui est ancrée dans l'éducation populaire. Et qu'à partir du moment où on accède à une meilleure compréhension et aux mots pour expliquer aussi ce qui se passe, mais ça permet de passer aussi d'une approche fonctionnelle, où on est simplement là pour apprendre à utiliser des outils, à une approche plus critique. On va comprendre ce qui se passe, on va comprendre aussi les logiques qui sous-tendent l'interface, qui sous-tendent les outils qui sont à l'œuvre derrière, et ça permet d'adopter donc une posture beaucoup plus critique et réflexive, en accord, nous, avec nos démarches d'éducation populaire. Donc, je fais assez vite parce que le temps est réduit, mais donc j'ai présenté cet outil en formation de formateur, ici en début d'année. Et là, je me suis rendu compte, c'est quelque chose que je savais, mais qui est ressorti, c'est les propres difficultés en fait dans lesquelles se trouvent nos formateurs. Donc ici, moi, je m'adresse plutôt à des formateurs d'alphabétisation ou de français langue étrangère parfois, de leurs propres lacunes en fait par rapport au numérique, par rapport à leur compréhension des gestes qu'ils posent aussi. Et donc souvent, on est dans des personnes qui se débrouillent relativement bien avec le numérique, mais ne comprennent pas nécessairement non plus toujours ce qu'ils font ou ce qui se passe derrière les interfaces. Et donc, moi, dans la suite, dans les mois qui viennent, mon projet est plutôt d'utiliser la toile avec ces formateurs pour renforcer leurs propres compétences, leur propre culture numérique, et d'abord donc intégrer ces toiles en formation de formateurs, et puis sans doute qu'ils se sentiront davantage outils aussi pour aborder ces questions-là avec nos publics. Donc voilà, très rapidement, un petit retour depuis Bruxelles sur l'outil. Merci. Merci beaucoup, Fabien. Donc, on voit bien que la démarche et les outils, finalement, peuvent être s'approprier de différentes manières, à différents échelons, avec les publics, les bénéficiaires finaux, aussi au niveau des formateurs. Il faudra pas hésiter, effectivement, à vous approprier la démarche et les outils.
Et ce qui me permet de faire la transition avec le moment tant attendu. On est vraiment très, très, très heureux de vous partager l'ensemble de nos ressources et de notre démarche gratuitement sur notre plateforme. Donc linguistique-numérique.fr, vous allez pouvoir retrouver vraiment tous les éléments détaillés, à l'exception près pour le moment, mais c'est qu'une affaire de jour, du kit d'animation qui vous sera envoyé et puis qui sera mis en ligne très rapidement. On a vraiment voulu une ouverture la plus large possible de nos ressources, qu'on a donc toutes mis en licence CC by SA, donc en Creative Commons. Donc, c'est une licence très ouverte. La seule obligation, finalement, c'est de créditer les concepteurs des ressources, donc à savoir notre collectif, donc nous citer et indiquer donc la source quand vous l'utilisez et éventuellement les modifications que vous apportez. Donc, on a vraiment voulu que cette mise à disposition soit la moins restrictive possible, mais que quand même, si vous utilisez la ressource, c'est quelque part que vous vous engagez à contribuer à cette démarche collective et que si vous apportez des modifications ou si vous avez des retours d'expérience, quelque part, vous vous engagez à repartager ces ressources dans les mêmes conditions. Voilà, on veut vraiment s'inscrire dans cette démarche collective. Donc, testez les outils, appropriez-vous les éléments, adaptez-les à vos réalités, à vos contextes, à vos interlocuteurs. Faites vos retours et partagez-les nous pour faire vivre cette dynamique que nous souhaitons vraiment inscrire dans la durée. Et puisque l'AMI, outil et la médiation numérique, nous a permis d'initier ces travaux avec le soutien du département de Seine-Saint-Denis, de la Fondation Tasman notamment, arrive à sa fin, nous souhaitons nous constituer en collectif pour continuer d'avancer ensemble sur ces enjeux-là. Notre idée finalement et notre enjeu, c'est de faciliter l'accès du plus grand nombre au numérique, et on est convaincu, et encore plus depuis qu'on a mené ces travaux, que les enjeux de linguistique sont hyper importants dans l'acquisition des compétences numériques. Et puis, on veut également œuvrer à un numérique émancipateur en cette idée aussi de rendre le public, les bénéficiaires, acteurs de leur démarche, leur donner les éléments de compréhension nécessaires à ce qu'ils puissent prendre leurs décisions par eux-mêmes et en conscience pour la suite. Donc, on inscrit vraiment dans ce collectif cette volonté de mener une démarche collective et ouverte, donc en associant les compétences et les expertises de terrain et en associant également les publics. Et finalement, nos objectifs aujourd'hui seraient de continuer à travailler ensemble pour rapprocher ces deux sphères, donc de l'accompagnement linguistique et de la médiation numérique. Et puis, continuer à développer aussi des contenus, des ressources sur des nouvelles thématiques et également pouvoir travailler avec de nouveaux publics. Le numérique étant tellement présent dans la vie quotidienne sur tellement de sujets différents, on pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire en matière de citoyenneté, de parentalité, avec à chaque fois un vocabulaire, un lexique associé à chacune de ces thématiques. Ce serait vraiment notre souhait de pouvoir continuer à travailler sur ces démarches-là. Et je vais peut-être laisser la parole à deux structures avec lesquelles on a pu travailler dans le cadre du projet initial et qui s'inscrivent dans cette démarche collective pour avoir un petit peu leur ressenti. Le NADEM de l'association Le Pôle, si tu es là et que tu veux prendre la parole. Merci Guillaume, merci au PIMS et à l'ensemble des partenaires Fab Lab et la COPNUM nous avoir associés à cette dynamique et pour tout le travail qui a été fait en matière de conception d'outils. Pour vous faire un petit topo sur comment on est venu dans cette dynamique en 2-3 minutes et le retour d'expérience. Le Pôle, historiquement, est un organisme de formation linguistique donc qui agit depuis 20 ans auprès des publics allophones.
Et à partir de l'année 2022, avec notamment la crise du Covid, on s'est rendu compte que, en essayant de mettre du distanciel, etc., que nos publics cumulent ces deux freins-là de manière assez marquée, à la fois la difficulté linguistique et la difficulté numérique. Donc, on s'est engagé dans une démarche au début à notre niveau d'essayer de faire du numérique en faisant de la linguistique et faire de la linguistique en mobilisant le numérique. On a essayé de faire ça avec d'abord des parcours plutôt lents qui sont où on faisait un module linguistique en intégrant du numérique qui débouchait sur un diplôme de français, mais aussi de travailler, par exemple, quand on travaillait le PIX avec ces publics allophones, la plateforme PIX en particulier, tellement, même pour des francophones assez à l'aise avec la langue française, pose des difficultés. Donc, on s'arrêtait à chaque fois sur la terminologie pour expliquer les mots, les énoncés, que ce soit d'un point de vue des mots techniques du numérique ou même juste en fait du français, qui permettra au public de réussir ce défi-là, qui est plutôt de maîtrise des compétences numériques de base. Ce qu'on faisait aussi, c'était de mobiliser les formateurs du FLE autour de toute une typologie de démarche avec la NLC autour de la méthodologie duplex et plus tardivement sur l'expérimentation linguistique et numérique, c'était de mobiliser ces outils-là, la toile, notamment la toile à travers les ateliers qu'on a animés auprès d'organismes de formation linguistique ou des associations plutôt de quartier ou de proximité, d'essayer de mobiliser ces outils. Et ce qu'on constatait, c'est que, pour reprendre ce que disait Domitil au début par rapport à la fenêtre, par exemple, un retour concret de terrain, moi j'ai animé 2 ou 3 ateliers, mais c'était plutôt des collègues formateurs qui ont fait ça. Quand on parlait de fenêtre, par exemple, on essayait de dire au public qui viennent de différentes nationalités, disez-nous la fenêtre dans votre langue maternelle. Et on s'est rendu compte qu'il y a 6 ou 7 langues voilà, qui disent fenêtre. Et en reliant ça au numérique, on découvre que sur l'ordinateur, la fenêtre, elle est universelle, elle est la même pour tout le monde. Donc, c'est avec ce type de travail pédagogique ou de méthodologie qu'on a essayé de mobiliser pendant des ateliers ou des formations plutôt plus longues, de 300 heures, de 400 heures, etc. À chaque fois, soit avec une approche intégrée ou des petites touches avec les ateliers de la toile, pour débloquer de manière réfléchie en même temps et le frein linguistique et le frein numérique. Et pour finir, voilà on est très ravis d'avoir été associés à cette démarche et on souhaite continuer à le faire, à mobiliser aussi toute l'équipe pédagogique, notamment des formateurs du FLE, pour qu'ils s'approprient plus les outils. Et voilà, pour finir, l'idée vraiment de notre engagement, c'est que linguistique et numérique ne peuvent pas en fait se résoudre de manière séparée et que l'approche intégrée est la porte qui va permettre pour les publics allophones qu'on accueille en majorité, c'est une méthode qui nous paraît indispensable et porteuse pour ces publics-là. Merci beaucoup, Nadem. Peut-être un dernier témoignage donc, de l'association ASLC. Je vais vous ouvrir le micro de suite. Hop. Hop, non, c'est mes collègues qui l'avaient fait entre-temps. Donc, normalement, vous avez la main. Oui, super, merci Guillaume. Super. Alors, j'ai pas l'accès pour activer la caméra. Je pense que là, ça devrait être bon. Ok, super. Ouais, ça y est, on te voit. Vas-y, je t'en prie. Super. Déjà, je tiens à remercier vivement le PIMS, le Fab Lab et la COPNU de nous avoir intégrés à ce super projet et toutes les personnes et structures partenaires. Nous, ça remonte à maintenant presque 1 an qu'on avait échangé pour la première fois avec le PIMS sur la présentation de l'étude. Et c'est vrai que ça nous a
semblait tout de suite très pertinent puisque cette problématique-là, numérique linguistique, au sein de l'association, on essaye déjà d'y répondre plusieurs années. On a notamment mis en place des ateliers accent en français langue étrangère. Et donc, ce projet-là nous a tout simplement permis de faire valoriser notre spécificité, notre expertise, puisqu'on accompagne initialement le public migrant et primo-arrivant à travers différentes actions, un service de domiciliation où l'accueil se fait en langue d'origine, des cours de français langue étrangère, des parcours linguistiques à visée professionnelle, et donc ces fameux ateliers numériques axés en FLE à destination du public allophone. Et donc, quand le PIMS nous a présenté ce projet, on a trouvé que c'était vraiment très pertinent. Et puis, au vu de la situation actuelle et des besoins des personnes allophones ou des personnes n'ayant pas justement cette culture du numérique, de pouvoir se former, on a tout de suite été très partants. Donc, on a pu être intégré à la fois sur l'animation concrète des ateliers parlant numérique qui ont été présentés, mais aussi de tous les groupes de travail, des échanges entre les partenaires, les formateurs, les aidants. Et justement, ça a été une expérience vraiment très riche à travers tous ces types de travaux. Et donc, on a eu justement la chance de pouvoir découvrir les ressources en avant-première. Et donc, on a pu également les tester en plus des ateliers parlant numérique directement au sein de nos publics, que ce soit dans les formations linguistiques, dans les ateliers numériques ou les formations à visée professionnelle. Et voilà, bon, je sais qu'il y a déjà eu des retours, mais vraiment, ça a été un très, très bon déclencheur, notamment de pouvoir mettre en immersion les personnes avant même qu'elles se retrouvent devant l'écran. Parce que c'est vrai que souvent, quand on démarre et qu'on a des personnes qui sont en plus débutantes ou grandes débutantes qui n'auraient jamais touché un ordinateur, on peut se retrouver face à des personnes en surcharge cognitive, donc ça peut être un petit peu compliqué. Et là, ça nous a permis de les mettre en confiance, puis aussi de reconnaître qu'il n'y a pas de honte à ne pas connaître certains termes. C'est vrai que en atelier, parfois, les personnes hochent un peu la tête en disant oui, pas de souci, on connaît, puis on se rend compte qu'il y a quand même des incompréhensions. Et là, ça permet vraiment de mettre à plat tout ça, justement, hors le temps d'écran. Et on a eu de très, très bons résultats et de bons retours également de la part des personnes formées, mais aussi des aidants. Donc voilà, comme ça a été également mentionné, ce travail a aussi permis de souligner la nécessité de créer des ponts justement entre le monde du numérique et de la médiation linguistique, de mettre en lumière aussi leur transversalité. Et voilà, on espère en tout cas pouvoir continuer à travailler tous ensemble collectivement pour apporter de nouvelles solutions, que ce soit auprès du public, mais aussi des aidants, de réussir à faire face aussi à la réalité du terrain et des difficultés. Et voilà, de pouvoir continuer tous ensemble à pouvoir travailler sur ce thème-là. Super. Merci beaucoup pour ce témoignage et tout l'intérêt que vous portez à la démarche. On a pas mal tenu le timing, donc c'était une gageure, mais il nous reste 10 minutes pour échanger. Domiti, peut-être s'il y a eu des questions, des témoignages particuliers dans le chat. Et puis sinon, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole. En attendant que les personnes lèvent la main, je vais lancer ce qu'il y a eu 3 questions. On n'a qu'à prendre dans le sens inverse parce que la dernière, c'était de Azael Kamdem qui explique qu'il anime des sessions et que il s'inquiète sur le manque de temps d'avoir que 15 séances pour apprendre à utiliser l'ordinateur, la tablette, les smartphones, les applications, et que c'est peut-être ça aussi qu'il faudrait remonter auprès des institutions, ce manque de temps, et pas simplement cette question du vocabulaire. Donc derrière le manque de temps, j'imagine que c'est une question de moyens aussi. Exactement. Okay. C'est ce que je comprends aussi. Hein. Dites-nous si c'est pas tout à fait ça. Hein. Mais voilà. Okay, Guillaume, je te laisse. En tout cas, on partage le constat. Évidemment, si la question des moyens, c'est un vrai sujet pour tous les acteurs. Mais on constate aussi que la réussite de nos accompagnements passera que par le fait de les inscrire dans la durée, quoi. Donc, l'ancrage des compétences, l'acquisition des compétences, vraiment l'augmentation du pouvoir d'agir des personnes qu'on accompagne, ça marchera que si on inscrit l'accompagnement à la durée. Et si on l'inscrit collectivement dans la durée, ça ne veut pas forcément dire qu'on rend dépendant sur plusieurs mois, plusieurs années une personne
d'une structure qui l'accompagne, mais que tous ensemble, finalement, on puisse répéter les choses et les accompagner avec une approche cohérente pour que justement ça puisse s'inscrire plus en profondeur, quoi. Il y avait aussi une question sur la pertinence, est-ce qu'on peut utiliser ces outils pour des publics non communicants et non scripteurs? C'était un peu avant les témoignages de différents témoignages qui, je pense, surtout de Patrice et Karim, qui ont répondu partiellement à cette question. Je peux en rajouter une petite couche en expliquant que effectivement, ces outils n'ont pas forcément été pensés en premier pour ces publics et qu'ils sont tout à fait utilisables avec ces publics et que peut-être il y a un enjeu de formation, nous, derrière, pour expliquer comment on peut l'utiliser avec ces publics et qu'il y a aussi un certain enjeu d'adaptation et on a aussi eu beaucoup de retours aussi sur la question de l'illettrisme avec ces publics. Avec ces outils, comment est-ce qu'on peut les adapter? Stéphane et Guillaume, je ne sais pas si vous vouliez dire quelque chose d'autre sur cette question. Je pense à un témoignage, alors je ne sais pas si la personne est parmi nous, mais à NEC, on avait testé donc la toile avec des acteurs présents, NEC, le Rassemblement national numérique en commun, qui était à Bordeaux en octobre, et une personne qui est conseillère numérique, qui pratique la langue des signes, a participé à l'atelier. Voilà. Oui. Et il y a quelqu'un, la personne réinsiste sur la question des non-communicants et pas des alphas. Alors effectivement, je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait cet atelier avec juste un groupe de personnes non communicantes ou s'il y avait quelques personnes non communicantes. Voilà. Sinon, d'expérience que j'ai pu avoir en animant d'autres ateliers avec des personnes non communicantes, même si ce n'était pas forcément sur ce sujet, nous, on s'appuie immensément sur la question de l'illustration qui est bien présente dans les deux cas d'outils. Donc, peut-être que c'est quelque chose à tester. Et retourner aussi à la traduction et à la langue maternelle. Voilà. En tout cas, ce sera à tester. On est preneur de vos retours. Et alors, attendez, les questions affluent, mais il y avait une question d'une personne à un moment qui travaillait avec des personnes dans un CADA sur le fait que les publics étaient volatiles et qu'elle avait les personnes sur une seule séance. Et est-ce que c'était utilisable quand même? Je peux vous laisser vous répondre pendant que je lis les autres questions pour le prendre. Je pense que c'est utilisable quand même, mais comme je viens de le dire, que quand même l'acquisition des compétences numériques et l'appropriation des concepts liés au numérique, ça doit s'inscrire dans la durée. Donc il y a aussi un enjeu d'appropriation des outils et de la démarche par le public lui-même, et notamment même la toile, on pourrait imaginer que le public, de remettre l'outil à la personne et qu'il puisse le faire lui-même une fois qu'il a compris la démarche. Et quand il a un nouveau mot qui lui pose question, il puisse utiliser l'outil. Les fiches de vocabulaire, oui, je disais, notamment, ça a été aussi conçu dans l'idée que chacun puisse se construire son lexique soi-même avec les mots qui lui parlent, à ça, mais avec les mots qui l'intéressent aussi. Et pas forcément être sur une bible de 500 mots avec une définition très dictionnaire, etc. Donc ça, c'est pareil, sur un temps court, voir comment on peut transmettre aussi les outils et la méthode aux apprenants eux-mêmes pour qu'ils puissent se l'approprier, quoi. Merci Guillaume. Il y avait aussi une question pour l'association ASLC sur des exemples d'ateliers à thème linguistique numérique auprès des publics. Oui, j'étais en train de répondre à l'écrit, mais du coup, en fait, les ateliers sont axés en français langue étrangère ou en français langue d'objectif professionnel. En fait, on propose des ateliers vraiment numériques pour pouvoir rendre plus autonomes les personnes. Donc, les thématiques qu'on va proposer sont vraiment des thématiques numériques, prendre en main le clavier, la souris, envoyer un mail, en intégrant justement des points de langue. Mais ça reste quand même des ateliers de base purement numériques. Moi, j'avais repéré une question un peu plus tôt sur quand on s'approprie, nous, les outils, est-ce qu'il y a un temps d'adaptation? Et une question sur à peu près combien de temps ça peut prendre pour maîtriser les outils afin de les diffuser au public. Alors, on espère qu'avec l'ensemble de l'approche que l'on a mise en œuvre et les différents outils qu'on propose, et notamment le module de sensibilisation et le kit d'animation, l'appropriation de la démarche
pour les aidants et ce serait plutôt rapide, mais il n'empêche aussi qu'on est convaincu, un peu comme Fabien le disait aussi sur la formation des formateurs, que ça nécessite une analyse de la pratique des formateurs, des aidants, un recul sur ces pratiques. Et pour ça, on peut aussi vous accompagner sur de la formation, sur l'appropriation de la démarche, et notamment, comme le disait Stéphane, pour le coup, à travers les dispositifs de formation professionnelle soutenus par l'OPCO Uniformation avec un financement de la NCT. Là, il y a certainement des actions collectives qu'on peut mettre en place, d'où l'intérêt de se constituer en collectif et de ne pas hésiter à le rejoindre en remplissant le formulaire que vous pourrez trouver derrière le QR code que vous voyez à l'écran. Et l'idée aussi, peut-être pour compléter sur cette question d'appropriation, ce qu'on voulait proposer aussi, c'était de faire de la co-animation avec vous. C'est-à-dire peut-être avoir un temps de formation et derrière d'aller animer avec vous 1 ou 2 ateliers en utilisant ces outils. Je trouve que c'est quand même toujours intéressant de ne pas être lancé dans l'eau du bain, dans le grand bain tout seul, et donc d'animer ensemble. Ouais, ça va dans le sens de notre démarche recherche-action, formation-action, d'être dans le pratico-pratique, dans le concret, avec le terrain et pour le terrain, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Vous avez, comme ça, ça me permet de mettre la dernière diapo. On a créé donc une adresse de contact pour l'ensemble du collectif, donc qui est gérée à la fois par les 3 acteurs copilotes, donc PIMS Médiation, Fab Lab et la coop numérique. Donc il ne faudra pas hésiter aussi à nous contacter par ce canal-là, et à travers la plateforme aussi, tous les boutons contact renvoient vers le collectif, donc on pourra vous répondre à vos demandes au cas par cas. Et je vois qu'il y a Karim qui veut prendre la parole peut-être. Oui, je tenais à donner 2 remarques. Pour la deuxième séance, en ce qui nous concerne au PIMS, les 2 ateliers qu'on avait, il y a 3 outils très bien conçus, certains qui coopèrent entre eux. Nous utilisons les bons clics, Limbo, Limbo, et la petite école du numérique. Si je peux me permettre, allez dessus et vous verrez, pour des apprenants, c'est très bien fait. Vous avez tout un tas. Les bons clics et la petite école du numérique, des fois, ont des ateliers communs. Et puis, pour terminer, la deuxième remarque, par rapport à cet atelier numérique pour des débutants, mais attention, hein, je ne veux pas dire que toutes les personnes qu'on reçoit n'ont jamais fait de numérique, hein, on est étonné. Donc, ce que je disais par rapport au solfège et au piano, faites de la résistance, même si vous les frustrez à ne pas faire du numérique immédiatement avec de la pratique, avec des mots qu'ils ne comprendront pas. C'est vraiment important qu'ils s'approprient un minimum de vocabulaire, de concepts et de manière de faire en comprenant. Voilà ce que je voulais dire. Merci Karim. Alors juste petite précision, la petite école du numérique, ne la cherchez pas sur Internet pour l'instant, c'est un outil interne au réseau PIMS Médiation. Mais si vous voulez le découvrir et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra échanger là-dessus avec plaisir. On arrive à la fin du webinaire, mais n'hésitez pas, qu'il y a déjà des personnes qui nous quittent petit à petit. Merci en tout cas à tous de votre participation. J'ai pas pu voir tout en direct, mais à un moment j'ai vu au moins 150 participants là, donc c'est quand même un peu être satisfait de cette belle réussite. Et puis pour nous, juste vous dire que c'est vraiment qu'un début et que on souhaite vraiment partager le plus possible, continuer à échanger. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, nous faire vos retours, nous solliciter si vous avez besoin d'accompagnement sur l'appropriation de tout ça. Et puis on sera très heureux de vous répondre sur l'ensemble de la démarche. Et une dernière question, parce qu'il y a des gens, Agnès Fouillet, par exemple, qui demandent quand est-ce que les ressources sont accessibles. Elles sont toutes accessibles maintenant sur le site linguistique-numérique.fr.
Il y a juste le kit qui va être mis en ligne dans les prochains jours. Voilà. Exactement. Et le fait de se constituer en collectif et de manifester votre intérêt, ça vous permettra aussi qu'on vous pousse de l'information au fur et à mesure où il y a des nouveautés. Donc n'hésitez vraiment pas, il n'y a rien, c'est pas engageant, c'est pas payant pour l'instant. Il faut juste vous manifester, qu'on puisse vous identifier. Et vraiment, nous, on est dans une démarche la plus ouverte possible. Donc on partagera ça au maximum. Fatia, on n'a pas encore de newsletter dédié à cette thématique-là, mais on a aussi nos newsletters respectives, Pimms Médiation, Fab Lab, etc., qui reprennent nos éléments, mais ça pourra être un sujet de réflexion à mener ensemble. Est-ce qu'on crée une newsletter spécifique sur linguistique et numérique, mais pourquoi pas, avec plaisir. J'en profite, Guillaume. Tu évoquais, ou Domitille, Agnès Foyer, voilà, qui demandait le lien. On a remis dans le chat le lien vers la plateforme. Et le lien aussi avec le fait de se rassembler, retrouver, d'échanger sur ces outils, mais aussi ceux qui peuvent exister pour accompagner les publics autour de linguistique et numérique. Agnès travaille à la France Éducation Internationale, pardon, à coordonner. C'est l'occasion de partager aussi, voilà, les communs ensemble, à coordonner une action qui s'appelait le BELC, à la Cité internationale de la langue française à l'automne 2023. Et c'est dans ce cadre-là, la création d'une boîte à outils qu'on a pu présenter, notamment Fabien qui participait à cette formation. Voilà, vous retrouverez du coup, je vais partager dans le chat si vous le voulez bien, et c'est l'occasion de faire le lien avec le collectif, c'est pouvoir aussi poursuivre et partager ensemble. Et du coup, je partage en complément les ressources du BELC, dont une boîte à outils pour les formateurs dans lequel est intégré, vous retrouvez les ressources de la plateforme linguistique numérique. Super. Et si vous ne connaissez pas la Cité internationale de la langue française, qui est quand même assez récente, je vous invite à le découvrir, ça vaut le coup. Eh bien, écoutez, je pense que ça va être le moment de conclure. On n'est qu'au début, tout est ouvert, tout est dans vos mains, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et j'ai envie de vous dire à bientôt, du coup, et merci encore de votre participation. Et merci par un grand merci particulier aussi à tous ceux qui ont contribué à cette démarche dans le cadre de l'expérimentation. Évidemment, l'ANCT, la Fondation Tasman, le département de Seine-Saint-Denis, les acteurs de terrain, donc les Pimms Médiation de Noisy-le-Grand, de Bordeaux, de Lyon, et puis les collègues et maintenant même amis copilotes de ce projet, donc Fab Lab et la coop numérique. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous, à très bientôt. Merci à tous, au revoir. Bonne journée. Bonne journée, bonne fin de semaine.